Et dans cet épisode, je reçois Cédric, un entrepreneur qui a lancé une innovation qui s'appelle Lysia. Lysia, c'est un accessoire de lecture 3 en 1 qui permet de tenir le livre à une main, de l'éclairer et il fait en même temps office de marque-page. Dans le podcast, il revient sur son parcours et nous délivre tous les secrets pour réussir une boîte qui a une ambition internationale. Je vous laisse avec le podcast, on se retrouve à la fin de l'épisode. Bon visionnage. Et on se retrouve avec Cédric. Merci Cédric d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter simplement en quelques mots comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis ? Merci Maxime pour l'invitation. Et du coup, pour me présenter en quelques mots, il y a maintenant 2 mois, j'étais encore étudiant. Et là, je suis passé, on peut appeler ça entrepreneur, même si c'est un mot un peu à la mode en ce moment. Mais pour le coup, c'est vraiment mon travail d'aujourd'hui. Donc voilà. Être entrepreneur, et donc qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as créé ? Alors, qu'est-ce que j'ai créé ? Donc, j'ai créé Lysia. C'est une startup en gros qui commercialise des produits innovants dans tout ce qui est le domaine de la papeterie et aussi des luminaires. Ok, ça marche. Et donc un premier produit dont on parlera juste après, comment tu as lancé, comment tu as eu l'idée de tout ça. Si on revient quelques années en arrière sur ta partie un peu plus en enfance, est-ce que tu peux nous expliquer qui était Cédric quand il avait 10-15 ans ? Oui, alors c'est une question, faut revenir bien en arrière, mais du coup quand j'avais 10-15 ans, du coup j'étais à l'école un peu comme tout le monde, et ce que j'aimais, c'était pas forcément les cours pour le coup. Enfin après je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui disent je suis entrepreneur parce que j'aimais pas les cours, machin. Et moi pour le coup c'était assez vrai parce que j'avais des notes qui étaient assez bonnes à l'école, mais c'est pas quelque chose qui me passionnait, je passais pas mes temps, le temps du soir à travailler sur tout ça, ça m'intéressait pas. Moi, j'étais plutôt à faire des petites choses de mon côté. J'avais une imprimante 3D que mes parents m'avaient offert à Noël et je passais mon temps là-dessus. Donc, je faisais plein de prototypes, dont le produit qu'on m'a parlé. Mais ça, c'était quand j'avais à peu près 16-17 ans, donc ça revient assez loin. Et j'étais passionné par ça parce que je trouvais ça impressionnant en fait. Enfin, c'était les débuts des imprimantes 3D. T'allais sur ton ordi, tu faisais une petite conception sur un logiciel tout simple et ensuite tu le passais sur ton imprimante et ça imprimait et tu avais un objet que tu avais conçu toi-même et tu l'avais dans les mains en physique. Donc je trouvais ça ultra impressionnant et donc je passais mon temps à faire ça. Qu'est-ce que tu as créé en 3D comme ça ? Tu as des petites anecdotes de 2-3 trucs qui ont été intéressants C'est une bonne question, notamment les premiers prototypes de Lysia. Ouais. En gros, ça partait d'un besoin personnel. Pour raconter un peu l'histoire, j'étais le lit, la plupart du temps, le soir dans mon lit, j'avais l'habitude de lire sur le côté et j'étais pas du tout à l'aise et je me suis dit, je cherchais sur internet s'il y a quelque chose qui pourrait m'aider comme ça. En fait, il y a deux solutions. C'est soit j'allais sur internet et je regardais ce qui existait et ensuite je l'imprimais, vu que, comme des sites sur Thingiverse par exemple, il y a des fichiers qui sont déjà faits et ensuite tu les imprimes et du coup tu l'as directement imprimé en 3D. Ou soit sinon, si ça n'existe pas, tu le conçois. Et donc ce petit outil qui permettait de m'aider à lire plus confortablement, ça n'existait pas, donc je l'ai fait moi-même. Et au final, je l'ai utilisé. Et au final, alors, en fait, à chaque fois, sans le vouloir, mais il y avait des petites améliorations à faire. Et comme ça me coûtait rien du tout de faire une petite conception, de repartir sur l'imprimante, Ouais. j'ai fait plein d'itérations. Donc c'était super Et au intéressant. fur et à mesure, tu as trouvé le produit parfait dont on va parler juste après. Est-ce que tu peux nous parler de quel rapport tu avais avec l'argent dans cette période-là d'adolescence ? Ouais, tout à fait. Je peux en parler de ça et je trouve ça assez intéressant. Et du coup, j'ai jamais manqué d'argent. Enfin, mes parents, en fait, c'est une solution et aussi un problème. C'est que dès que j'avais besoin de quelque chose, je demandais à mes parents et je l'avais. Et je suis d'habitude un peu forceur, donc dès que j'ai pas quelque chose, j'ai envie de l'avoir et je vais aller jusqu'au bout. Et c'est un peu tout le temps ça. Donc c'est un reproche qu'on me fait, mais ça me déplaît pas. Enfin, ça dépend des personnes. C'est aussi une qualité pour un entrepreneur d'arriver à ses fins. Ouais, exactement. Après, c'est pas dans tous les domaines pour le coup, c'est pas forcément une qualité dans tous les domaines. Exactement. Mais du coup, dès que j'avais envie de quelque chose, je forçais et je l'avais. Et donc, je sais pas si. Enfin, maintenant, justement, j'évite de faire ça. Genre, dès que je veux quelque chose, je vais me débrouiller pour l'avoir, mais d'une manière où je l'ai moi-même. Et pas juste en demandant à mes parents, est-ce que je peux l'avoir ? Ouais, Voilà. c'est de ça. manière plus compliquée, quoi. Exactement. Ok. T'avais quoi comme rapport avec, pareil, l'entrepreneuriat à ce moment-là ? Est-ce que t'avais tes parents qui étaient entrepreneurs et ça t'a donné envie, toi-même, de devenir entrepreneur ? Ou alors pas du tout ? Est-ce que t'avais un mentor dans l'entrepreneuriat ? Et du coup, mes parents étaient pas du tout entrepreneurs. Mon père, il est ostéopathe et ma mère, professeur. Donc, rien à voir. Mais sinon, j'avais du coup mes 2 grands-pères qui m'ont pas mal inspiré, je pense. Du coup, il y a mon premier grand-père du côté de ma mère qui, lui, était très bricoleur. Donc, je passais aussi mon temps à bricoler des choses avec lui. Enfin, je trouve ça trop cool. Ça vient un peu en parallèle de l'imprimante 3D. C'est un rapport.
Et sinon, il y a mon autre grand-père, du coup, du côté de mon père, qui a créé plusieurs entreprises. Et donc, bah, ça a très bien marché pour lui. Il a bien gagné sa vie. Et donc, moi, ça m'inspirait forcément. Enfin, pas forcément, mais ça m'inspirait. Et sinon, il y a mon père, bah, qui lui, bosse beaucoup. Et donc au début, je comprenais pas pourquoi on peut travailler autant, comment on fait. Et au final, bah, je comprends que c'est pour gagner sa vie et bien gagner sa vie, bah, il faut beaucoup travailler. Et donc, bah, moi, ça, justement, mes deux grands-pères et mon père m'ont beaucoup inspiré. Et je pense que ça m'aide aujourd'hui. Ok, l'abnégation à vraiment travailler pour obtenir des résultats, Ouais. plus que le produit qu'ils ont créé, ou même ton père en tant qu'ostéopathe, Mhm. finalement, c'est pas quelque chose qui est scalable, c'est pas, voilà, c'est un Ouais, métier médical, mais c'est inspiré sur la force du travail qu'il pouvait y avoir ouais, pour réussir dans la vie. exactement, c'est ça. Ok, ça marche. T'avais des passions pendant ta période, pareil, collège, lycée? Et j'avais des passions, bah, c'était beaucoup, enfin, notamment, c'est intéressant vu que j'écoute beaucoup de podcasts. Ça, je le fais tous les matins et tous les soirs. Je me fais au moins 1 heure par jour de podcast. Je trouve ça Ok, ultra intéressant. génial. Après, les livres, j'en lis beaucoup moins vu que je trouve ça beaucoup moins pratique, même si il y a Lysia, mais qui est utile quand même. Et sinon, au niveau des passions, j'ai aussi tout ce qui est le sport. J'aimais bien faire du sport. Notamment, je faisais beaucoup de skateboard avant. C'était quand? C'était ouais, à peu près de 2018 à 2023, un truc comme ça. J'en ai fait beaucoup, beaucoup avec mes frères. On sortait tout le temps, on faisait du skate. C'était pratique et je trouvais ça super cool. Et ça a aussi un parallèle avec l'entrepreneuriat, c'est que dès que tu n'arrives pas à une figure, tu vas devoir tout donner. Et dès que tu as réussi, tu passes à l'étape d'après et ainsi de suite. Et c'est impressionnant. Enfin, tu peux faire tellement de choses et Ouais. t'améliorer. Donc, je trouve ça trop cool. Et Tu sinon, il y réitères beaucoup de avait. fois, ouais. Ouais, 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 carrément. Bah, c'est typiquement ce qu'il faut faire dans l'entrepreneuriat. Si Ouais. tu réussis pas, soit tu passes à autre chose, soit tu essayes de continuer et au fur et à mesure, tu vas réussir. Ok. T'avais une autre passion, tu disais? Ouais, le triathlon. J'ai fait Triathlon, du ok. triathlon 3 4 ans, ça m'a bien plu, qu'on faisait plein de sports à la fois et ça permet de te défouler, donc je trouvais ça super cool. C'est clair. Tu choisis quoi, de faire quoi comme études supérieures une fois que tu fais un bac général? Ouais, Ok, bac S, normal. classique. Ouais. Et après? Et après du coup, en terminale, je voulais faire médecine et au final, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de travail, donc je me suis dit: «Bah, peut-être pas pour moi». Vu que en fait, j'avais pas l'habitude de travailler, je travaillais jamais le soir, j'ai jamais fait trop mes devoirs ni rien, je me sortais enfin, en gros, je m'en sortais pour, tout faire pendant ma période d'école. Donc si je faisais du 8-17, le soir quand il était 17 h, j'avais plus rien à faire et donc c'était parfois, bah, je loupais des devoirs, je faisais pas certaines choses et en fait, quand j'étais chez moi, j'avais aucune envie de travailler. Vu que j'étais avec mes frères, j'avais envie de m'amuser et donc aucun travail et sinon, bah, il y avait tout ce qui était conception et ça me passionnait, je prenais pas ça pour un travail donc j'en faisais à foison pour le coup, sans problème. Ok. Et t'avais l'ambition de faire quoi par rapport à ces études-là? Ouais. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas répondu à ta Oui. question et du coup, bah, je me suis dirigé vers une école d'ingénieur. Donc j'ai vu Ouais. les prépas intégrées, j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit qu'il y avait pas forcément trop de travail par rapport à une vraie Ok. prépa. Donc j'avais postulé un peu partout, bah, aux prépas aussi, classiques et aux prépas intégrées. Donc au final, j'ai été pris dans pas mal d'écoles et j'ai choisi l'INSA. Donc c'est une prépa intégrée en gros en 2 ans et l'avantage d'une prépa intégrée, c'est que tu travailles en gros, tu as les matières uniquement qui te serviront pour tes spécialités d'après. Ok. Et ce qui est l'avantage par rapport à une prépa, parce qu'une prépa classique, tu vas avoir toutes les matières type français, histoire. Et en fait, c'est pour que tu aies la possibilité d'aller vraiment partout après. Et souvent, tu as beaucoup plus de travail en prépa classique qu'en prépa intégrée. Donc ça t'allait mieux en termes de rythme de travail. Ouais. Et après, du coup, c'est quoi l'ambition que t'avais à cette période-là? Tu voulais faire quoi comme métier plus tard? Tu te voyais faire quoi comme métier après tes études? Bah, du coup, j'ai toujours voulu créer mon entreprise. J'en ai aucune idée pourquoi, mais j'ai toujours voulu le faire parce que je pense que j'aimais bien être bah, tout ce qui est mon propre patron et pas travailler pour les autres. Et je pense que c'est pour ça que j'aimais pas faire mes devoirs à l'école. Ouais. Donc pareil, je sais pas d'où ça vient, mais j'ai jamais eu envie de travailler, enfin d'appliquer ce que les autres me disaient. Et donc en fait, dès la terminale, j'ai cherché plusieurs écoles. Donc il y avait notamment l'UTC à Compiègne, il y avait l'INSA, il y avait d'autres écoles, mais c'était vraiment, enfin ils avaient des spécialités en fait à chaque fois sur l'entrepreneuriat. Donc dès la terminale, je savais que je voulais créer ma boîte et je savais que ça allait prendre beaucoup de temps, mais c'est ce qui me passionnait. Et je me dis en fait, ce que je faisais en dehors des cours en terminale, enfin commencer à concevoir des produits, c'est exactement pareil. Et donc aujourd'hui, je le fais avec des choses un peu plus complexes, mais ça reste la même chose. Ok. Après ces 2 ans de prépa intégrée, tu rejoins quelle école? Tu fais quoi comme études? Et du coup, les 2 ans de prépa intégrée, c'est dans la même école où je suis resté 5 ans. Ok. Donc j'ai fait 2 ans en prépa intégrée. En gros, ça s'appelle, STPI, c'est Sciences et techniques pour l'ingénieur. Donc on voit un peu tous les domaines de l'ingénierie, avec plus de maths et de physique.
Donc c'est assez poussé, mais c'est très intéressant. Ouais. Et ensuite, il y a au bout des 2 années, en gros, tu as un classement, et en fonction de ton classement, tu peux choisir ta spécialité. Et donc moi, j'ai choisi la spécialité génie mécanique et automatique. Donc c'est pour faire tout ce qui est conception et aussi robotique. Donc c'était pareil, intéressant, c'est ce que j'avais l'habitude de faire en terminale, en dehors des cours. Et donc bah, ça me passionnait. Après, il y avait des cours théoriques où c'est un peu moins intéressant, Ouais, comme toutes les écoles. forcément. Ouais. Et HEC, ça vient donc après ces 5 années-là? Ouais. Du coup, j'ai fait 4 ans à l'INSA. Ensuite, il y a la 5e année qui débutait, mais la 5e année, c'est assez spécial vu que, en gros, c'est réparti en semestres, du coup en 2 semestres. Il y avait c'était un stage de 6 mois et l'autre, c'était en mobilité, donc à l'étranger. Et en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est que pendant le stage, je suis du coup, le stage, c'est un peu spécial. Donc on l'a fait avec, notre propre client, parce qu'on travaillait avec une boîte d'injection plastique qui s'appelle ASM France. OK. Et en fait, on voulait continuer à travailler sur Lysia. Sauf que quand on est allé voir notre école, on leur a dit: «Est-ce qu'on peut faire un stage sur Lysia?» Ils nous ont dit: «Non». Donc bah, c'était compliqué pour nous. Enfin, on a une Ouais. aventure qui marche très bien, on fait, plusieurs dizaines de milliers de chiffres d'affaires. Ils nous disent: «Bah non, vous pouvez pas continuer». Ouais. Et du coup, le stage, ça te prend peut-être, 40 heures par semaine, donc on peut pas louper 40 heures, enfin, on peut pas se le permettre. Et donc on est allé voir nos différents clients, notamment SM avec qui on s'entend super bien. Et donc il y a le patron, Denis Luneau, là, il s'appelle comme ça, et on est allé le voir et on lui a dit: «Est-ce que ce serait pas possible de faire un stage où Un on arrangement? fait» ouais, c'est ça, on trouve un arrangement, on fait une partie sur Lysia, sur leur entreprise. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des missions pour ASM. Et comme ASM travaillait sur Lysia, bah, nous, au fur et à mesure, en fait, on pouvait travailler sur les deux en même temps. Donc on avait des missions pour l'entreprise qui étaient, bah, destinées à d'autres clients. On avait aussi des missions d'ASM qui étaient destinées à Lysia, vu qu'on travaillait avec eux à ce moment-là. Donc ça nous permettait de travailler sur les 2 sujets, et ensuite le soir avec Lucas, bah, on avait le temps et aussi le week-end, pour travailler sur les autres points, hors de l'ingénierie d'ASM. OK, ça marche. Est-ce que tu peux nous parler de donc du coup de comment Ouais, vous en êtes venu à faire le produit de Lysia? Tu nous as parlé donc ouais, de l'idée de quand elle est née, mais comment tu t'es associé donc avec Lucas? ouais. Du coup, pour expliquer, pour que ce soit De manière compréhensible. chronologique? Ouais, c'est ça, exactement. Donc il y a 4-5 ans, bah, comme j'ai dit, j'avais eu l'idée de faire Lysia, je faisais plein d'itérations, histoire d'améliorer le produit. Et au fur et à mesure, je voyais que ça plaisait bien. Ouais. Donc j'ai pu faire tester à mes parents, j'ai fait tester à l'extérieur à des personnes que je connaissais pas. J'ai vu que ça plaisait beaucoup. Et ensuite, j'ai laissé l'idée pendant 1 ou 2 ans, je faisais plus rien dessus, vu que, je sais pas, j'avais beaucoup de cours et donc je me concentrais un peu sur les cours quand même. Et après, c'est au bout de la 3e année, en INSA, enfin à l'INSA, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de temps, et donc là, je me suis remis à taffer, sur des projets, personnels. Et en fait, j'ai vu que le produit, bah, plaisait bien, et je me suis dit: «Bah, go le lancer, il faut que j'essaye d'avancer». Et en plus, je voyais, qu'il y avait 2-3 startups à l'INSA qui commençaient à être montées par des étudiants. Et donc je me suis dit: «Bah, moi, je peux le faire, enfin, je pense être capable et j'ai envie de le faire, donc je me lance». Et donc je commence à contacter les différentes personnes, qui ont un rapport avec, l'entrepreneuriat à l'INSA. Et je me suis dit: «Bah, aussi, il faudrait que j'ai un pote pour bosser avec moi, vu que c'est compliqué de garder la motivation tout Ouais. seul». Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent. Et après, ça dépend aussi des personnes. Et du coup, moi, je voulais quelqu'un d'autre pour bosser avec moi là-dessus. Donc j'ai demandé à plusieurs potes, il y en a qui m'ont dit non. Et au final, Lucas me paraissait très intéressé. Et l'avantage de Lucas, c'est que c'est un gros lecteur. Donc à un point où moi, je suis pas un très gros lecteur, donc avoir cette expertise-là, déjà, c'était intéressant pour tester le produit, plein de choses comme ça. Et ensuite, Lucas avait aussi, tout ce qui est envie de liberté, et donc l'entrepreneuriat l'intéressait beaucoup. Et donc au final, ça s'est fait assez simplement, mais comme on était potes, Ouais. bah, on s'est dit: «Bah, go lancer ça à 2 et on verra ce que ça donne». Et au final, ça a bien matché, donc on travaille toujours ensemble depuis à peu près 3 ans, maintenant. OK, et c'est hyper marrant parce que j'ai eu une aventure aussi entrepreneuriale quand j'ai commencé, Ouais, quand j'avais 18 ans, avec 2 potes à moi qui étaient aussi mes 2 amis, et on s'est, pour moi, pas associés pour les bonnes raisons. On n'était pas forcément complémentaires dans le business ni rien, mais on s'associait parce qu'on était potes ouais. finalement, et qu'on n'avait pas un cercle, un réseau plus grand que ça. Est-ce que si c'était à refaire, tu t'associerais avec la même personne pour les mêmes raisons? Ça a pas mis de friction entre vous au début, et comment vous le gérez, aujourd'hui? Vous êtes toujours amis, vous êtes toujours potes? Et du coup, c'est une bonne question. Du coup, au début, on était très, très potes. Ouais, Donc on avait un groupe de potes, en fait, avec qui on sortait tout le temps et qui on faisait plein d'activités. Et au fur et à mesure, dès qu'il commence à avoir de l'argent, dès qu'il commence à avoir des discussions un peu chiantes, enfin, je pense que comme dans toute relation, il y évidemment. a des hauts, il y a des bas.
Et là, on est plutôt sur la période basse, vu que c'est assez compliqué entre nous deux. Enfin, on est toujours en train de se contredire ou des choses comme ça. Mais justement, on a envie de se faire aider, on pense que ça peut marcher. Et donc, on va se faire aider on a contacté un coach pour nous aider là-dessus, vu que, en vrai, enfin, c'est pas évident quand Bien sûr, ouais, c'est t'as clair. autour de 23 ans pour vivre une relation comme ça. Et après, enfin, il y a des hauts et des bas, mais donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a l'habitude de parler très très sec entre nous deux Mm. et enfin, l'objectif, c'est d'être le plus efficace possible et d'aller très vite. Et donc, c'est quelque chose qui est pour le coup efficace. Je pense qu'on travaille beaucoup et ça marche très bien. Mais parfois, quand il s'agit de communication entre associés, c'est plus compliqué. Donc, il y a des avantages et des inconvénients à le faire. Ouais, c'est gentil, tu vois, c'est honnête de ta part de dire que c'est pas forcément tout beau, tout Ouais, rose dans une association. Vous allez vous faire aider par un coach ouais, pour finalement dans l'association communiquer mieux au profit de la société. ouais, c'est ça exactement. Ok, Vu qu'on entend beaucoup d'histoires de personnes, enfin même des startups de notre niveau qui sont un peu au début, entre guillemets, ouais. et beaucoup qui disent bah finalement j'ai quitté mon associé, et finalement on s'est tous séparés, donc la boîte va couler. Ouais. Enfin, toutes les semaines on entend Bah, de ça. toute façon, c'est l'association qui fait tout. Enfin, pour moi, Ouais, dans un projet, tu peux avoir le meilleur produit du monde si l'association n'est pas bonne, ouais, ou alors s'il faut que le seul associé soit ultra performant, etc. je Mais suis d'accord. c'est enfin le seul fondateur, pardon, de la société. Sinon, ça ne va pas au bout, ça ne va pas tout droit Mm. vers l'objectif. Ok. Euh, Vous faites rentrer une autre personne sur cette boîte-là, un investisseur, une autre personne? Ouais, du coup, c'est à la création de l'entreprise. En fait, pour expliquer pareil dans l'ordre chronologique, en juin 2022, on a lancé une Ouais, campagne Ulule. Donc une campagne Ulule, pour dire deux mots là-dessus, c'est une campagne de pré-vente. Donc c'est-à-dire que tu mets ton projet en ligne sur une plateforme et cette plateforme-là, elle propose ton produit. Enfin après, c'est à nous de mettre les chiffres, mais c'est comme un site de e-commerce. La seule différence, c'est que les personnes, nos clients, avancent l'argent et savent qu'ils vont recevoir le produit quelques mois, voire un an plus tard. Et donc ça, c'est l'avantage, c'est un gros avantage au niveau de la trésorerie. Nous, ça permet d'avoir, par exemple, autour de 50 000 euros. Donc on l'a, et ces 50 000 euros-là vont nous permettre de concevoir le produit. Et donc suite à ça, ce qu'on a fait, c'est que on a créé l'entreprise après ce financement participatif, ce qui nous permettait de valider, en gros, c'est une étude de marché réelle. ouais, c'est Comme clair. ça, on valide le marché, on valide si les personnes achètent, qu'il y a une différence entre faire une étude de marché et dire oui, oui, je vais l'acheter, et au final, personne ne l'achète. Et donc là, au moins, ils l'achetaient, ils nous donnaient l'argent, et donc on était sûr. Mm. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé l'entreprise après. Donc on a récupéré les fonds au moment de la création d'entreprise. Enfin, pour être moins taxé, c'est une histoire de fiscalité. Et donc, suite à cette création, on s'est dit, bah maintenant, il va falloir se pencher sur la création, sur la fabrication surtout du produit. Et même si on était bien avancé, on avait fait plein de prototypes, on pensait avoir le produit parfait. On s'est rendu compte que faire tout ce qui est injection, électronique et fabrication en grande série, vu qu'on avait 4000 pièces à produire, on s'y attendait pas du tout à ce résultat-là. Et donc on s'est dit, bah faut qu'on se fasse aider, enfin jamais on va réussir. On avait déjà eu l'expérience avec un bureau d'études qui avait moyen bien marché, vu qu'on a perdu un peu notre temps, et c'était pas très rapide. Et donc ce qu'on a fait, c'est que je parlais avec Damien, du coup Damien Pi, ancien cofondateur de Dantech, donc les Bob, les mini lave-vaisselle, je parlais avec lui sur LinkedIn, il me donnait beaucoup de conseils. Et du coup avec Lucas, on s'est dit, bah ce serait peut-être intéressant de le faire entrer dans la boîte, pour que lui nous aide, il nous ouvre son carnet d'adresses. Et comme il avait plus de temps, vu qu'il était plus dans Dantech à cette époque-là, et donc au final, il nous a aidé, il nous a ouvert tout ce qui est injecteur plastique, enfin, électronique, c'est lui qui s'en est occupé. Et donc ça nous a permis de donner un coup de boost, vu que sinon on n'aurait pas livré aussi vite. Ah, Donc c'est génial, ouais, il vous ouais, a c'était bien aidé quand intéressant. même. Ouais, Ok. Et c'est plus que finalement un investisseur, c'est un investisseur qui donne des contacts, qui est un petit peu les mains dans le cambouis avec vous ouais, pour faire le projet, etc. ouais, c'est ça, Ok. surtout au début. Plus un conseiller opérationnel Ouais. en gros, si je peux. C'est ça, conseiller opérationnel. Ok. C'est vrai que c'est ouf, la campagne nulle, ça permet vraiment de tester son marché ultra facilement. Et je dirais même plus, c'est-à-dire que les gens vont s'engager à payer quelque chose qu'ils vont recevoir dans un an. Ouais, Dans la société de consommation où on reçoit par Amazon, pour ne pas les citer entre guillemets, en 24 heures, même pas des fois, chez nous, un produit qu'on vient de commander, c'est vraiment qu'il y a une forte demande. Je pense que les gens, même il y en a certains qui pouvaient être intéressés par le produit et qui, par le délai d'attente, ouais. n'ont pas payé et on se sont dit à la sortie je l'achèterai, etc., quoi. Donc c'est vrai que c'est assez puissant. Donc vous vendez pour quasiment 80 000 euros de chiffre d'affaires. Combien vous faites Ouais, c'est ça environ, à peu près, ouais, un peu moins. le produit aujourd'hui, il est vendu à combien? Le produit, aujourd'hui, du coup, on a augmenté nos tarifs, il est à Ouais, 24,95 aujourd'hui et ok, 29,95 en perso. ok. Personnalisé, du coup, on pourra en parler après si tu veux. Ben vas-y, dis-moi, Maintenant? détaille-moi, ouais. OK. Du coup, bon, pour parler du produit, donc c'est un accessoire, bah, attends, je peux le montrer à la caméra en Bien même temps sûr, ouais, peut-être? ça sera filmé, donc
J'ai pas, Sur YouTube, si vous j'ai voulez pas voir. amené de livre, mais en gros, c'est un accessoire de lecture 3 en 1 qui ressemble à ça. Ok. Je sais pas, peut-être. Celle-là, si tu Celle-là? veux. Ouais. Parfait. Donc c'est un accessoire lecture 3 en 1 qui permet en gros de tenir son livre à une main. Donc on le met comme ceci et ensuite on pose le livre. Alors je vais le montrer à la caméra. On pose le livre ici, donc ça permet de tenir à une main le livre même Ok. quand on est allongé sur le côté à la plage. Génial. Ensuite, on décale ici. Ça fait aussi une lampe de lecture, donc qui éclaire vraiment tout le livre. Et par exemple, c'est pratique pour pas déranger son voisin de lit le soir. Ouais. Et à la fin de la lecture, on décale la baguette dans l'autre sens et on range comme un marque-page. Donc Donc 3 3 en en 1. 1. Je Ok. sais pas si tu veux voir le Ouais, produit. avec plaisir. Hop. Ok. Non, c'est génial. Franchement, c'est une super invention que vous avez fait. Et au début, bah, quand j'étais au lycée, le produit ressemblait pas du tout à ça. C'était une Ah, grosse j'imagine. brique pas jolie. Et au final, ça marche assez bien. Ça a combien d'autonomie au niveau de la lampe? Du coup, ça a 5 heures. 5 On heures a une d'autonomie. batterie rechargeable Ok. derrière. Comme ça, il n'y a pas de pile jetable, c'est écologique. Ok. C'est Et ça. tout est fabriqué du coup en France? Du coup, pour expliquer, on a fabriqué le moule en France. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est ça pourrait être le point d'un autre podcast, mais en gros, il y a plusieurs boîtes et beaucoup d'entreprises qui, en gros, importent des moules de Chine. Elles fabriquent le moule en Chine, elles l'envoient en France, et du coup, ils disent que c'est injecté en France, machin, machin. Sauf que nous, on a vraiment fait le moule en France avec des artisans moulistes. Donc ça, c'était pareil, c'était avec ASM, donc ça coûte très cher, mais au final, on trouve que le produit est très joli, et donc Ouais. ils ont fait du très bon travail. Et donc on a fabriqué le moule en France, ensuite on l'injecte en France aussi, au même endroit, c'est en Vendée. Et ensuite, tout ce qui est assemblage, c'est fait à Rennes, donc à côté de notre bureau. Et donc c'est fait par un ESAT et des chantiers d'insertion. Donc c'est des personnes en situation de handicap. Et pour expliquer, on a fait, comme on s'y connaît en tout ce qui est conception, c'était un peu la spécialisation de notre diplôme d'ingénieur, bah, c'était de faire des gabarits en fait pour simplifier. Vu que les personnes en situation de handicap, pardon, parfois elles ont pas, enfin c'est plus compliqué pour elles de manipuler certains objets. Et donc nous, on a fait des gabarits qui permettent de simplifier et d'avoir un assemblage qui est plutôt très rapide, donc en Ouais. dessous des 40 secondes, ce qui est pas mal du tout pour un Ok. produit comme ça. C'est génial, franchement, c'est un produit. Alors, si jamais vous le produisiez en Chine, par exemple, est-ce que tu as une différence de coût qui est quand même assez importante? Ouais, Tu as fait le calcul un petit peu par curiosité, même si tu ouais. voulais faire un produit 100% français? Ouais, bah du coup, c'est à peu près 3 fois moins cher sur le coût de revient. 3 Donc, fois moins cher sur le coût de ouais, revient de produire 2 à 3 fois moins cher. Ouais. en Chine. Waouh! Ouais, c'est quand même assez important et ça impacte donc mais par contre, c'est ce qui plaît aussi, j'imagine, les personnes qui sont un peu Ouais, patriotes de se dire, voilà, c'est fait en France, puis même, ceux qui ont une empreinte carbone un petit peu et de ouais, se dire, tout à fait. limitée, ils achètent un produit qui est fait en France, pardon, produit en France et Ouais. cetera, donc c'est quand même, assez simple. OK, ça marche. Sur ce produit-là, c'est quoi un petit peu les erreurs que vous avez faites au début pour comprendre, pour ceux qui souhaitent, créer un produit comme ça, entre guillemets, à un petit prix? Parce que 25 € ça reste quand même Ouais. abordable. C'est quoi les erreurs que vous avez faites au début et que vous auriez, pas faites, en reproduisant, un autre produit? Du coup, il y a pas mal d'erreurs qu'on a faites, mais je pense comme toute entreprise qui débute. Et donc, ce qu'on a fait pour revenir sur la question d'avant, en même Ouais, temps, c'était pendant la campagne Ulule, on s'est dit, bah, on va essayer de livrer pour Noël. Donc, je pense que c'était très compliqué vu qu'on avait à peu vous avez commencé près. à quand, On a commencé en juin 2022 et on a fini 2 mois après, donc à peu près en août, fin août 2022, on a OK. dû finir. Et on s'est dit, on va pouvoir livrer pour Noël, enfin, on est capable de le faire, ça va aller très vite. Et au final, on arrive le 1er décembre, on n'avait rien du tout encore. C'était beaucoup trop compliqué. Enfin, l'industrialisation française, c'est très très long par rapport à la Chine, où parfois la Chine, tu leur dis, je veux ça, fais-moi ce produit. Et ils vont se débrouiller, ils vont faire dans tous les sens, et au final, ils vont réussir à le faire très très rapidement. Plus vite c'est fait, plus vite ils encaissent et cetera, Bah, c'est donc ça, ouais. plus vite ça tourne et tout, C'est ça, c'est ça. Même si parfois il peut y avoir des problèmes, mais ça, c'est un autre sujet. Mmh. Et donc, on arrive en décembre, on se dit, ça va être compliqué. Et en fait, le choix d'avoir dit que la livraison était pour Noël, c'est compliqué à mesurer, mais on pense que ça a été un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'était que les personnes ont acheté parce que la plupart des personnes achètent des petits objets, des types cadeaux pour Noël. Exactement, Donc, ouais. on a beaucoup de personnes qui ont acheté. Et tout à l'heure, on parlait des délais. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas acheté vu qu'elles savaient qu'il y avait 4 mois minimum de délai. Donc, ils se sont dit, bah, c'est trop long, je l'achèterai après. Enfin, ce qui est normal. Et ensuite, ce qu'on on a travaillé dessus à fond. Et en fait, on avait les études en parallèle, donc c'était compliqué de mettre les deux toujours en parallèle. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a livré au final en juin 2023, donc soit un an plus tard. Et ce qu'on aurait pu faire, c'est améliorer notre communication. En gros, on envoyait des mails au grand minimum un tous les mois, mais on pense que c'était pas assez.
Donc il y a certaines personnes qui nous ont dit bah, c'est super, vous nous tenez au courant au maximum, donc c'est trop bien. Et il y en a d'autres qui disent c'est n'importe quoi, vous ne nous tenez jamais au courant alors qu'on envoyait des mails. Bah, parfois on n'envoyait Ça a pas de créé une mail pendant déception un le mois. fait que vous disiez ça va sortir pour Noël Ouais, alors que vous avez sorti 6 mois après. ouais. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont demandé le remboursement, etc. de dire ah non mais Il y a j'ai cru. quelques personnes, mais il n'y en a pas tant que ça. On est Ouais, assez étonnés pour le coup. Et en fait, bah, dès qu'ils demandaient le remboursement, directement, on les remboursait. On ouais. faisait ça au plus rapidement pour pas décevoir des personnes. Et on s'est dit, dans tous les cas, si les personnes ont acheté, elles rachèteront sans doute après. Et donc, on a eu des problèmes de livraison. Mais est-ce qu'on le regrette? Je sais pas. Ouais. Parce que si on n'avait pas fait ça, on n'aurait pas eu une grosse campagne Ulule. Et si on n'avait pas une grosse campagne Ulule, on n'aurait pas eu tous les médias. Et donc, jamais on aurait fait autant de ventes sur notre première année. Ouais, c'est vrai que c'est quand on est entrepreneur, on teste des choses aussi Ouais, et on peut pas arriver ouais, à, à obtenir tout ce qu'on veut dès le début. Mais en tout cas, au moins le projet il est beau et le produit il est beau, pardon. Et c'est ouais. vrai que c'est sympa. Ils étaient contents quand même de le recevoir en juin, j'imagine. Tout le Vous avez monde eu était super content. des On a bons eu retours? plupart, 99%, c'était de super retours. OK, Ouais. bon, bah, génial. Tu parlais d'optimisation de process Ouais. par rapport à notamment à d'autres projets que vous allez pouvoir, lancer avec Lysia. Est-ce que, tu peux nous en parler un petit peu de comment maintenant, voilà, vous avez tout qui est bouclé pour que s'il y a une idée qui vient, Ouais, elle puisse être produite le plus rapidement possible et sortir avant Noël? ouais. Bah, c'est très bien résumé déjà. Et en gros, pour expliquer ce qu'on a fait, du coup, ça fait 1 an et demi qu'on est à 100% sur Lysia. Ouais, Donc, enfin, à 100% en dehors des cours, vu qu'on avait les cours un petit peu avant quand même. Et comment on a fait, c'est qu'au début, on a sorti le produit, on l'a commercialisé, on l'a livré. Et ensuite, à partir de juin 2023, du coup, à partir des 10 000 premières livraisons, bah, quand on a livré nos premiers clients, ensuite, on a cherché à optimiser tout. Donc au début, enfin pour parler un peu des coûts de revient, on devait être à 6-7 euros, quelque chose comme ça. Donc ce qui était assez élevé pour un produit comme ça. Et au final, tout ce qui est assemblage, donc pour l'assemblage, en gros, c'était une étape assez importante. On a travaillé avec 4 ESAT. Donc c'est des établissements avec des personnes en situation de handicap qui assemblent les produits. Et au début, notre produit prenait beaucoup de temps, ils n'arrivaient pas à l'assembler, c'était trop compliqué. Même nous, on galérait. Donc des personnes bah, en situation de handicap, c'est encore plus compliqué. Et donc, ce qu'on a fait, on a commencé à faire des gabarits, on les a améliorés au fur et à mesure. Donc, pareil, c'est des itérations, on améliore, on a le retour des personnes qui l'utilisent. Nous, on remodifie avec notre imprimante 3D, donc ce qui était très pratique. Et ensuite, donc ça, c'était la première étape. Donc, on a optimisé tout ça. Et ensuite, il y a tout ce qui est logistique. Donc, pareil, dans la conception du produit, on a fait exprès qu'il fasse moins de 3 centimètres. Donc, ça peut paraître anodin, mais en fait, ça permet d'avoir une boîte qui, elle aussi, est inférieure à 3 centimètres. Donc, ce qui passe en lettres. Donc ça nous fait économiser par rapport à un colis 2 à 3 euros sur la livraison par produit. OK. Donc ce qui est énorme. Et ça nous permet d'avoir des coûts de livraison aux alentours de 1 euro, 1,50 € aujourd'hui, alors que la plupart des produits, enfin dès que tu livres un produit un peu lourd ou plus épais, Ouais, tu es obligé de passer en format colis et donc ça coûte très très cher. Enfin la OK. livraison c'est pas négligeable sur ce point-là. Et donc nous on a la chance de pouvoir offrir la livraison à nos clients aujourd'hui, donc ce qui est très intéressant et ce qui, bah pareil, le taux de conversion, on voit que Ouais, ça tout change. marketing, exactement, ouais. Exactement, Ouais. c'est ça. Et OK. donc ça, c'était les 2 gros points en gros, sur lesquels on a bien optimisé. Et en termes de produits, sur les autres Ouais, produits, ils auront ces 2 mêmes points? C'est-à-dire qu'ils cocheront toutes les cases pour que ce soit, au niveau marketing le top? Et comment tu as l'idée des autres produits? Alors je sais que c'est secret parce ouais. que évidemment tu peux pas encore le révéler vu que vous êtes en itération, mais est-ce que tu réfléchis à tout ça quand tu penses à un produit? Ouais, on réfléchit à tout ça et ce que j'ai peut-être pas dit, mais c'est que la facilité d'assemblage, donc sur notre produit, on a une seule carte ELEC, donc il y a pas de en fait, il y a pas de petits connecteurs, des choses comme ça, c'est une seule carte ELEC en un seul morceau OK, et ensuite elle est pliée dans tous les sens. Donc je pourrais te montrer après, mais en gros, elle est pliée dans tous les sens, ce qui permet d'avoir une seule pièce plus 3 pièces plastiques. OK, Alors que la plupart des produits, parfois, il faut mettre des vis, il faut insérer des petits clips, des choses comme ça. Nous, on a juste, en gros, une coque, on met la carte ELEC, on met la petite baguette blanche, ensuite on met l'autre coque et terminé. Et donc ça, pareil, ça peut paraître simple, mais au début, ça ressemblait pas à ça. On avait peut-être 6-7 pièces au début, fallait visser, fallait faire des trucs compliqués. Et au là final, maintenant ça c'est prend simple, beaucoup de OK, c'est temps. fluide. Ouais. Et si jamais ça tombe en panne? Si ça tombe en panne, du coup, de notre côté, en gros, avec les AT, on a mis quelque chose en place qui permet de réparer. Et Ouais, donc, ce qui peut tomber en panne, c'est la batterie. Et pour un souci de réparabilité, justement, on a mis un connecteur sur la batterie. Donc, c'est-à-dire que les batteries, c'est pas comme sur les téléphones, comme tout le monde a. ouais. C'est pas une batterie soudée. Donc, c'est simplement une batterie où on déconnecte un petit connecteur et nous, ensuite, on peut la remplacer et on renvoie au client aussi vite. OK,
Ça marche. Bon, vous avez eu beaucoup de problèmes de batterie ou quoi On n'a pas eu de problème de batterie pour le moment, mais Pour l'instant, ouais, ça tient. ouais, ça tient bien. Ok. On n'a pas reparlé un petit peu de HEC. Ouais, Ça m'intéresse, c'est un sujet qui est intéressant. Beaucoup idéalisent HEC, ouais. d'autres critiquent énormément cette école. Je sais que tu as fait une année là-bas. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et surtout nous dire qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui, toi, en tant qu'entrepreneur? Ouais, bah, du coup, un conseil aussi pour les entrepreneurs, du coup, enfin, les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs. Donc, il y a plusieurs choses à HEC pour bah, entreprendre et pour apprendre sur l'entrepreneuriat, donc plus au niveau théorique. Donc, il y a HEC Challenge Plus, il y a le master XHEC, donc ça, c'est très reconnu aussi. Ça prend beaucoup Et de temps, tu disais, c'est ça ça? prend beaucoup de temps et c'est pour ça que je ne l'ai pas fait au final, vu que c'est quelque chose qui a lieu sur 1 an et demi, donc 100% du temps. Et c'est Donc, pas compatible avec un projet que tu montes? ça peut être compatible avec un projet, il disait que si, mais si tu vas pas à fond, enfin c'est dommage de faire un master comme ça et de pas y aller à fond. Et donc je me renseignais là-dessus, je trouvais ça super cool, donc je me suis dit bah vas-y, dès que j'ai fini les études, je me plonge là-dedans, je l'ai fait. Et au final, il y a Lysia qui marchait super bien, et pareil, bah, la même histoire que pour le stage, je me dis je vais pas laisser 40 heures de ma semaine pour un master. Ouais. Et donc c'était quand? C'était, je sais plus, enfin en gros ça devait être quelques jours avant l'ouverture, enfin la fermeture justement des candidatures, j'ai vu qu'il y avait HEC Challenge Plus. Donc ce que j'ai fait, j'ai demandé à quelqu'un que je connais bien maintenant, un pote Colin Gallois, donc qui a cofondé la marque Drift. Et en gros, ils étaient au concours Lépine avec nous. Et je lui ai demandé, est-ce que tu penses que HEC Challenge Plus c'est bien? Est-ce que tu trouves ça cool? Et il me dit, ça m'a été super utile, même avoir rien que le logo HEC bah, sur toutes mes prêts, ça donne confiance, Ouais. que ce soit pour bah, les personnes, les invests ou même juste les clients. Et donc, je lui ai dit, bah, j'ai proposé du coup à un pote, Maxence, vu que HEC Challenge Plus, en gros, c'est pas pour un projet qui est très avancé. C'est mieux d'arriver avec une idée de projet, donc où tu es au début et qui vont pouvoir te confronter et que tu peux encore pivoter. Et donc, je propose à un pote qui s'appelle Maxence, avec qui on avait une idée, enfin une app, en gros, une idée de projet qui était une app. Et donc, je lui dis, t'es chaud? Et il me dit, ouais, il faut juste que j'en parle un peu à mes parents, il faut que j'y réfléchisse. Et je lui dis, par contre, la fin des candidatures, c'est dans 2 jours. Et c'était quand même 8 000 euros, donc enfin, c'est pas négligeable. Ouais. Et du coup, il me dit, bon, vas-y, go, on se lance. Et du coup, on s'est inscrit. On a préparé un deck et, et c'était un dossier de 30 pages, je crois, un truc comme ça. Mais on n'avait que 2 jours. Vu que la fin d'un des candidatures, on devait envoyer tout le dossier. Et donc, au final, on le fait, on est pris. Et en gros, pourquoi on a fait ça? C'est parce que HEC Challenge Plus, c'est que 3 jours par mois, Ok. donc sur un an. Donc, ce qui est très pratique. Et en fait, c'est ultra condensé. Donc, on a à peu près 8 heures de cours par jour. Donc, 8 heures, c'est assez. Enfin, surtout qu'il n'y a pas de pause. C'est très. En gros, on va au concret, on va uniquement à l'efficace, et ça a très bien marché. Et donc, pendant un an, on a fait 3 jours par mois, donc il y avait 3 jours présentiels, 3 jours distanciels. Et la plupart du temps, en gros, c'est soit des profs d'HEC, soit Ouais. des intervenants donc, qui ont créé des grosses boîtes. Pareil, il y a des profs qui étaient milliardaires, enfin, jamais on a l'occasion, enfin, c'était compliqué d'avoir l'occasion de parler avec ces personnes-là. Et là, on les a en prof, ils nous disent comment on a réussi. Et souvent, c'est un sujet précis par intervenant. Et ça a été ultra bénéfique. J'ai appris tellement de choses sur l'entrepreneuriat, que ce soit sur les finances, sur la compta, sur l'expérience bah, de plein de personnes, mais ça a vraiment été ultra bénéfique. Et en même temps, ça a pas nui à ton business ou parce que ça prenait pas, Ouais, même si ça prend du temps, ça prend pas énormément de temps, c'est pas 40 heures par semaine non plus. ouais. Ok. Donc hyper intéressant Et donc je comme étude, conseille quoi. à tout futur entrepreneur bah, au moins de se renseigner. Ouais. Et il y a bah, du coup Corinne qui s'occupe de cette formation qui pourra vous répondre, enfin répondre à toutes vos questions, mais c'est vraiment ultra intéressant. Ok, Ouais, ça marche. Avec Lysia, vous avez aussi levé beaucoup d'argent en subvention. ouais, En fait, c'est des concours, tu t'en parleras ouais. sûrement mieux que moi, mais est-ce que tu peux nous expliquer en fait surtout comment on monte un bon dossier pour arriver à avoir ces subventions-là? Alors du coup, il y a plusieurs choses. Il y a tout ce qui est subvention et ensuite il y a concours, même si parfois les deux sont liés. Donc au début de l'entreprise, ce qu'on a fait, c'est que on cherchait tous les concours. En gros, il y a des sites qui répertorient certains concours, mais nous, on faisait une liste. Sur nos chaînes, pareil, on mettait tous nos concours. Donc après, si c'est fait, pas fait. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on avait un gros template avec toutes les questions possibles. Et donc dans toutes les questions, en fait, bah, on avait les réponses à chaque fois, soit en 30 lignes, soit en petit pavé, enfin des choses comme ça. Et le but, c'était vraiment dès qu'on a un concours, on va dessus, on fait du copier-coller, on met tout à la suite. Dès qu'il y a une nouvelle question, on la rajoute sur le template. Et au fur et à mesure, en gros, le but, c'était de faire un maximum de concours comme ça. Et au final, ça a bien marché, vu que peut-être sur la trentaine où on en a participé, on en a peut-être eu 10, enfin, je me rappelle plus des chiffres.
mais c'était ultra intéressant. Et donc, à chaque fois, on participait à des concours. Et derrière, soit on avait des retombées médiatiques, soit des retombées financières, soit des retombées d'expérience d'anciens entrepreneurs. Et donc, c'était toujours ultra bénéfique. Ouais. Et donc, ça, c'est pour la partie concours. Et sinon, il y a la partie subvention qui est beaucoup gérée par BPI. Donc, c'est la banque publique qui aide tout ce qui est création d'entreprise, mais aussi pour les entreprises plus avancées. Et donc, on a participé à pas mal de subventions. On a demandé la bourse French Tech. Donc ça, c'est assez connu. En gros, c'est 30 000 euros. Je crois que c'est soit 110% en subvention et le reste, c'est de l'avance remboursable. Un truc comme ça. Et en gros, ces subventions-là, il suffit de monter un dossier, donc un dossier très clair. Il faut faire très attention aussi aux spécifications de chaque subvention. Parce que par exemple, pour la bourse French Tech, il ne faut pas être trop avancé. Nous, on est trop avancé, donc on n'a pas pu l'avoir. Donc on a dû passer à l'étape supérieure, ça s'appelle Inno R&D. Ok. Et en gros, c'est pour la recherche et développement du produit spécifique sur lequel on a postulé. Et au final, on l'a eu, et donc c'est une assiette de 100 000 euros. Donc c'est pas négligeable, pareil. C'est clair. En 50 subvention, donc, ou... donc 50% subvention, 50% en avance remboursable. Ok. Donc avec un différé d'1 an, donc c'est très intéressant quand même. Ouais, c'est clair. Et Et donc tu ça, c'est rembourses pour... après en mensualité? Ouais, c'est ça exactement, ouais. Comme un prêt IMO, des choses comme ça. Ok. Ouais. Au total, vous avez eu combien de subventions? Vous avez eu combien je sais pas si vous avez fait le calcul global. Est-ce qu'on a fait le calcul? Du coup, c'est plus Lucas qui s'occupe de cette partie-là, Ouais. mais en gros, on a eu Inno R&D, c'est 100 000 euros. Ensuite, on a fait un prêt bancaire aux alentours de 40 000. Et sinon, je crois que c'est à peu près... Enfin, sinon, on a eu des prêts d'honneur aussi. On a eu 2 prêts d'honneur. Ça doit faire à peu près 30 000 euros en plus. Ok. Donc, ouais, aux alentours, un petit 200 000 euros qu'on a Ok. eu en... Ça marche. Pour la suite de Ouais, Lysia, donc tu vois de nouveaux produits, tu vois de nouvelles choses dont on ne peut pas encore parler ouais. précisément, mais est-ce que tu peux nous parler de ce produit-là, de ce que tu vois en termes de croissance? Ouais. Et du coup, pour parler de ce produit-là en termes de croissance, donc ça, c'est notre premier produit. Le but, c'est, comme on en parlait tout à l'heure, c'est pas de rester monoproduit, vu que c'est pas ce qui va scale la boîte et c'est pas ce qui est le plus rentable au final. Donc, on a notre premier produit et le but, c'est de faire deux dérivés deux dérivés de ce produit. Donc, on aimerait bien partir sur un Lysia haut de gamme plus en bois. Donc, ça, on est en train de voir pour le faire et on va le lancer très rapidement l'année prochaine. Et sinon, il y a aussi donc ça, pareil, on y réfléchit, mais potentiellement faire un lien en Chine. Et donc, Ok. pourquoi en Chine? C'est parce que en Asie, en fait, il y a un gros marché de lecteurs. Que ce soit en Asie aussi, il y en a enfin, l'Amérique, c'est un peu plus faible, mais c'est quand même des énormes marchés. Même si tu as un faible pourcentage, bah, tu as quand même beaucoup de population, donc ça vaut vraiment le Ouais, coup. c'est clair. Et le problème, c'est que le Made in France, bah, en Asie, c'est pas utile. Que c'est bête de faire un produit en France pour l'exporter en Chine, alors que en Chine, on peut le faire moins cher et c'est fait localement. Enfin, localement, du coup, pour le marché asiatique. Et donc, l'intérêt de le faire en Chine, c'est que ça réduirait beaucoup les coûts du produit, mais c'est que ça permettrait aussi de livrer tout ce qui est à l'étranger. Donc, pour la logistique aussi, en Chine, ils sont très forts là-dessus, que ce soit pour l'assemblage, la fabrication, la logistique. Et donc, on montrait potentiellement un petit pôle en Chine pour commencer à livrer sur le marché asiatique, vu qu'on sait que notre produit est copiable et on pense qu'il va se faire copier, si c'est pas dans quelques mois, ça va être dans quelques années. Et donc, notre objectif, enfin, même si on l'a breveté, c'est d'aller plus vite que les personnes qui vont nous copier et donc de livrer directement sur ces places-là. Ok, ça marche. Parce que si c'est breveté, comment ils peuvent te copier? Ça, c'est une très bonne question. Et en fait, il y a des personnes qui, justement, vont pas comprendre pourquoi, quand c'est breveté, ils peuvent copier. Et en gros, toutes les personnes qui travaillent à l'INPI, donc les sociétés de protection industrielle, Ouais. en fait, vont te dire que même si ton produit est breveté, que ce soit à l'international, au niveau national, le problème, c'est si une grosse entreprise, par exemple, qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires, veut copier ton produit, elle le copiera sans souci. Déjà, elle peut le copier, du moment qu'elle ne le met pas sur le marché, il n'y a pas de problème. Mais si elle le copie et si elle le met sur le marché, tu vas devoir l'attaquer en justice. Donc, l'attaquer en justice, déjà, tu en as pour 10 à 50 000 euros en fonction de la taille de l'entreprise en face. Et elle a une flotte d'avocats de peut-être 100 avocats. Donc, toi, quand tu es 5 dans ta boîte, Ouais. tu as ton cabinet d'avocats qui t'aide, mais tu pourras rien faire. C'est Ouais. impossible, en fait. Ah, je savais même pas que c'était possible et en fait je pensais que c'était automatiquement en fait l'INPI qui attaquait. Ah non, 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 c'est Non, à toi de c'est à faire toi toutes les de démarches. faire des Si tu fais démarches, rien, ils etc. le Waouh. font et il n'y a aucun souci. Ouais, donc en fait quand c'est breveté ça vaut rien quoi.
Pas grand-chose. Breveter, c'est plus du marketing. Pour Ouais, dire ton innovation est brevetée, tes clients trouvent ça cool. Mais sinon, en ça fait soi, vendre ça plus, ça a quoi. pas de grande valeur. Après, ça a de la valeur pour tout ce qui est, par exemple, téléphone. Mmh. Tu vois, dans les téléphones, iPhone et Samsung, ils ont des licences dans tous les sens. En fait, iPhone, ils font une innovation, ils déposent un brevet. Et Samsung, derrière, ils vont leur dire, bah moi, je veux bien aussi ton truc, mais du coup, ils payent une licence. En gros, c'est une petite commission bah, sur chaque fois qu'ils l'utilisent. Ouais. Ou sinon, c'est une licence mensuelle, des choses comme ça. OK, ça marche et pour, du coup, s'internationaliser, Ouais. ouvrir, donc de nouveaux pays, vous allez faire une levée de fonds? Vous continuez de bootstrap? C'est quoi les réflexions du moment? Bah, on est en plein là-dedans en fait. Ouais, On sait pas exactement ce qu'on va faire, mais notre but c'est bah, déjà pourquoi on internationalise, c'est que notre produit, pareil, enfin c'est exportable dans une lettre, donc ce qui est très pratique que pour l'envoyer à l'étranger, par exemple, tous les pays d'Europe, hormis la Suisse et le Royaume-Uni, c'est très simple. Donc on a un contrat avec la Poste qui nous permet d'exporter là-bas et et en fait, ça nous permet d'exporter très rapidement dans tous ces pays. Donc, notre stratégie, c'est pour parler, j'en parle aussi, vu que c'était pas ta question, mais je trouve ça ouais, intéressant. C'est de contacter des influenceurs, de contacter des librairies, de leur dire bah, on est deux étudiants, on a créé un projet qui est super cool. Est-ce que ça voudrait de soit tester le produit? S'ils nous disent oui, on leur envoie un produit directement. Donc, automatiquement, bah, quand tu reçois un produit, souvent tu es content d'en parler autour de toi. Et donc, ça nous fait de la pub. Et donc, là, on vient de lancer tout ça dans une dizaine de pays européens. Et du coup, les personnes, justement, bah, peuvent directement commander sur notre site web. Et donc, pour cette partie-là, on n'a pas besoin de lever de fonds vu que c'est assez simple à le faire. ouais. Mais c'est pour la partie où on veut vraiment accélérer, où on veut aller choper des distributeurs, où on veut avoir plus de points de vente. Et en fait, c'est surtout des coûts commerciaux. Donc, des coûts commerciaux, pardon. Mmh. Donc, c'est prendre des personnes en développement commercial, en prospection. Et pour ça, bah, souvent, c'est plus intéressant d'avoir quelqu'un d'expérimenté que plutôt un ou une stagiaire. Ouais, c'est clair. Vous avez pas de salariés pour l'instant, vous êtes que tous les 2. On n'a pas de salariés. En gros, pour expliquer dans l'équipe, on est deux cofondateurs, donc Lucas et moi-même. Ensuite, on a Damien, comme je disais, en associé et conseiller. Et on a deux stagiaires, donc Camille en prospection commerciale et Siloé en communication. Et on a notre alternante Chloé, donc qui elle est responsable communication au sein de Lysia. OK, ça marche. Ah oui, donc ouais, vous avez, quand même une petite équipe On a une petite maintenant. équipe, ouais. On est Ça 6 actuellement et on a aussi 2 freelances. ouais, Donc, il y a ma copine Marie qui s'occupe de la communication aussi, par exemple, quand il faut poster quelque chose à 20h, quand il faut faire des stories. ouais. On évite de demander aux stagiaires, donc Marie s'occupe de ça. En gros, elle prend le relais des stagiaires quand ils sont pas disponibles. Et ensuite, il y a mon frère Nico qui s'occupe de tout ce qui est conception 3D et animation. Enfin, plus OK, animation pour le coup. génial. Ouais, C'est une, petite équipe même un peu familiale, ouais, proche c'est et ça, ouais. cetera donc C'est ça. super. Hem, J'avais une question sur, notamment, la partie, communication. C'est-à-dire que c'est vrai que tu t'en parlais donc tu as utilisé des influenceurs. Déjà dans le développement, ça c'est quelque chose qui fonctionne. Est-ce que c'est pour un produit comme ça qui, coûte, moins de 25 €, la viralité sur les réseaux sociaux fonctionne? Du coup, oui et non. Pareil, là, on est vraiment en train de le lancer, donc bon, on n'a pas encore les stats pour savoir si ça a marché. Mais pendant la campagne Ulule, on avait contacté à peu près 80 influenceurs. Donc, c'était des micros, enfin, en gros, ça allait de 2000 jusqu'à 80 000 abonnés. OK. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on leur envoyait un Lysia et ils partageaient. Et s'ils aimaient bien, bah, ils partageaient sur leurs réseaux sociaux. Et la plupart ont partagé. Donc, ils ont trouvé ça très cool. Et en fait, avec chacun d'eux, on faisait un concours. Mais ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est que gérer tout ça en plus de la campagne Ulule, en plus Ouais. de tout le boulot qu'il y avait à faire, enfin, ça prenait un temps fou. Et comme on était que deux avec Lucas et du coup et deux stagiaires, on n'avait pas du tout le temps de le faire. Et à un moment, on s'est pris un bad buzz parce que je sais plus, c'est une influenceuse qui devait livrer un Lysia, mais elle n'avait pas compris en fait que le produit n'était pas disponible maintenant. Ouais. Et du coup, elle a mis comment sur, enfin une influenceuse littéraire du coup qui a mis sur en story, Lysia grosse arnaque ou un truc comme ça, mais on s'est dit: «Mais pourquoi?» Et au final, il y avait trois quatre autres influenceurs qui ont partagé Ah et non. donc ça se partageait au fur et à mesure. Ouais, Mais tout ça, c'était en peut-être 30-40 minutes vu que nous, on l'a vu direct ouais. et du coup, direct, je les ai appelés, je leur ai dit: «Bah, non, non, pas du tout, c'est juste que vous avez mal compris. Notre produit, il est en fabrication, donc on peut pas l'envoyer, pour l'instant, aux gagnants des concours». Et au final, on s'est pris un bad buzz sur 1 heure et on a stressé parce que ça continue à monter, ça continue à monter.
Et heureusement qu'on a vu les notifs parce que sinon ça partait très très mal. Ouais. Après, des fois, les bad buzz comme ça, si tu l'expliques bien et que tu le Ouais, vis bien, ça peut passer en buzz positif si c'est maîtrisé. Mais c'est vrai que quand c'est un début, c'est la première fois, etc., ouais, ça peut exactement. faire peur, quoi. Ça peut être impressionnant. Est-ce que vous arrivez à vous payer aujourd'hui avec Lysia? Est-ce que vous êtes salarié de votre propre boîte ou comment ça se passe d'un point de vue financier? Parce que c'est vrai que c'est quand on débute comme ça dans l'entrepreneuriat, quand on est jeune, c'est un peu le stress qu'on peut avoir. Où est-ce que vous en êtes? Pareil, ça c'est une question du moment. En gros, depuis 1 an et demi, du coup, depuis la création d'entreprise, on s'est pas payé. C'était un Ouais. choix de notre part, que déjà nos parents avaient les moyens et nous aidaient très gentiment. Donc ça c'est super parce que pour lancer une entreprise, il faut de l'argent. Et souvent, il faut de la love money, donc l'argent de nos parents, ils nous ont prêté au début. Et en fait, là actuellement, on a la trésor nécessaire et on a aussi envie de se payer, ce qui est normal C'est quand on a clair. fini les études. Et donc, on va se verser un premier salaire sur le mois de décembre. Donc, en gros, on peut se verser un salaire sur les 3 4 derniers mois. Donc, on va pouvoir se verser un salaire un peu plus haut pour ce mois de décembre. Et le but après, c'est d'avoir un salaire constant. Mais on est en train de voir ce qu'on va faire si on crée une holding. Donc, moi, ça m'intéresserait de créer une holding justement pour. Après, c'est l'optimisation fiscale. Bien sûr. C'est Pour très investir dans intéressant. l'immobilier. Par exemple, exactement. C'est clair, t'as bien raison. Mais en vrai, ouais, c'est pas mal Mm. une holding quand t'es bien conseillé et que ça commence à avoir, t'as une société qui crache en fait finalement de l'argent, Mm. le faire remonter, investir dans l'immobilier, ça te fait sans frottement fiscal Ouais. quasiment. En tout cas, c'est hyper intéressant. Après, c'est surtout quand tu es dirigeant pour le coup, parce que quand tu es dirigeant, Mm. tu as un taux de charge qui est à peu près à 80%. Ouais. Donc, C'est juste une pour donner SAS ouais, c'est une SAS. que vous avez faite? Ouais, Ok. mais si tu te verses 2000 net, tu dois payer peut-être 3600, Ouais, c'est ça. 3600, donc 3008. 1600 de charges qui Mm. partent directement à l'État, donc Ouais. pas le plus intéressant. C'est clair, c'est pas le plus optimisé. C'est ça. Ok. Écoute, on a fait un bon tour de tout ça. Est-ce que tu as d'autres actualités qui viennent dont on n'a pas parlé dans le podcast, peut-être des choses que tu as en tête sur lesquelles je t'ai pas lancé? J'y réfléchis en même temps, mais je pense qu'on a fait un bon petit tour déjà. Ouais, Donc les prochaines actualités de Lysia, ça va être une campagne Kickstarter. En gros, la campagne Ulule a très très bien marché. Donc on a fait 4000 préventes, on a fini premier de la catégorie tech en 2022. ok, Et on n'était pas préparé du tout. Donc on s'est lancé à l'arrache. Moi je voulais lancer très vite parce que ça me saoulait de bosser tête baissée dans les bureaux, à rien sortir et à en parler à personne. Et au final on s'est lancé, on n'avait rien de préparé. Et donc là, la campagne Kickstarter, on n'a pas envie de faire pareil. On se dit que si on se prépare 3 fois mieux, on fera 3 fois plus de résultats. Et en plus, c'est à l'international, donc il y a à peu près une population de x10 par rapport à Ulule. Et donc on se dit qu'on va miser un gros budget là-dessus pour se lancer à l'international. Et on va voir ce que ça donne, mais normalement, ça devrait très bien marcher. On ok. espère en tout cas. Bah écoute, super, une belle actualité. Oui. Écoute, pour clôturer le podcast, pardon, j'ai deux dernières questions à te poser. La première, c'est est-ce que tu aurais un conseil à donner à un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui et un conseil qui t'a, toi, impacté dans ta vie entrepreneuriale? Ouais, du coup, le premier conseil, c'est ce que je donne un peu tout le temps, c'est de se lancer le plus rapidement possible, de pas se dire maintenant c'est pas le moment. Et surtout, enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent, mais c'est surtout quand on est étudiant. Enfin, c'est déjà, on n'a pas la pression de tout ce qui est familial, on n'a pas la pression d'avoir de l'argent ou des choses comme ça. Donc, je pense que c'est vraiment la meilleure période pour se lancer. Et donc, si on se lance plus rapidement, on arrivera à des résultats plus rapidement aussi, même si on n'a pas forcément beaucoup de temps pendant les études. Ok, super, merci. Où est-ce qu'on peut te contacter si on veut échanger avec toi? Du coup, sur LinkedIn, je suis assez réactif sur LinkedIn. Il suffit de demander une connexion, de m'envoyer un message et j'y répondrai avec plaisir. Bon bah super. Merci Cédric. Merci à toi, Maxime. J'espère que l'interview vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager, à commenter. Et on se retrouve mercredi prochain à 10h pour un nouvel épisode.